Toutefois, là où on peut effectivement d'ores et déjà parler d'erreur monumentale, c'est qu'il est évident que la technologie n'était pas au point, qu'elle contenait des risques démesurés par rapport aux bénéfices possibles, et en particulier pour toutes les catégories de la population qui n'étaient pas à risque. Et puis on sait que cela prend 10 ans normalement pour mettre un vaccin sur le marché en ayant franchi toutes les étapes de sécurité nécessaires. C'est 10 ans, là, effectivement, la durée normale de validation d'un vaccin. C'est ça. Oui. Est-ce que c'est un emballement systémique, comme il peut en arriver, un espèce de chaos collectif où sous l'effet de la panique et de l'incompétence, on en vient à faire n'importe quoi, ou est-ce qu'à l'inverse, c'était une opération qui a été planifiée? Et là, on est obligé aujourd'hui de privilégier cette hypothèse. En voyant que la panique a été soigneusement entretenue, l'épidémie n'était pas plus grave que les épidémies qu'on connaît habituellement, mais on a vraiment fait croire de manière obsessionnelle. Oui. Et on sait d'ailleurs que Moderna avait reçu un contrat du département militaire américain dès 2013 pour développer les technologies ARN messager. Et puis, il y a eu parallèlement une militarisation du champ médiatique, à la fois par l'instrumentalisation des rédactions des médias mainstream, cette infiltration des rédactions par la CIA pour s'assurer que les médias diffusent un message conforme aux intérêts géopolitiques des États-Unis, et Dieu sait si ils ont truqué et triché au cours du temps pour affirmer des choses fausses, simplement pour rallier l'opinion publique, notamment à leurs grandes décisions géopolitiques et guerrières. Julian Assange avait rappelé que sans le travail des médias, aucune des guerres qui ont eu lieu ces 50 dernières années déclenchées par les États-Unis n'aurait été acceptée par l'opinion publique. Donc, et puis même Mark Zuckerberg vient de le reconnaître avec une espèce de confession publique et une pseudo-contrition de circonstances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook a été partie prenante de l'opération de contrôle de l'information depuis une dizaine d'années. Donc quand il dit « j'avais le couteau sous la gorge, je ne pouvais pas faire autrement, c'est la méchante administration Biden qui m'a obligé à faire ça », non, cela faisait déjà une dizaine d'années que Facebook organisait tout jusqu'à mandater des fact-checkers payés par Pfizer. C'est-à-dire que le prochain Klaus Schwab qui vient nous dire « vous serez surveillé en permanence, il ne faut pas avoir peur, vous aurez une puce dans le cerveau », que tout le monde éclate de rire en disant « mais ce type est complètement délirant ». Le SARS-CoV-2 a été fabriqué intentionnellement en laboratoire. Fauci a annoncé en 2017, lors du premier mandat de Trump, « vous verrez, il y aura une pandémie mondiale pendant ce mandat ». Toxinophile, toxinolâtre, toxinophone. Eh bien, dimanche 10 heures, on va parler de santé publique. On va parler du Covid. On va parler des années de plomb et peut-être demain des années-lumière. Comme vous le savez, évidemment, depuis quelques jours, du côté de Washington, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses se sont modifiées, et s'il est accepté, mais c'est bien parti, un certain Robert Kennedy Jr. sera ministre de la Santé du gouvernement Trump. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a exactement quelques années, un livre passionnant est sorti, préfacé par le professeur Christian Perron, un livre de Robert Kennedy Jr., une enquête de plusieurs années sur Fauci, le Covid, les gains de fonction et tout ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Et quelqu'un y a beaucoup participé, et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui, Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel est anthropologue médical suisse, il est expert en santé publique et il a publié, nous l'avions reçu aussi pour ça, Autopsie d'un désastre, après plusieurs autres ouvrages, Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid, aux éditions Marco Pieter. Jean-Dominique Michel, bonjour. Bonjour André Berkoff.
Alors, écoutez, je suis content parce que j'allais dire que les toxinophones parlent aux toxinolâtres, mais là, c'est vraiment les sulfureux parlent aux sulfureux. Vous savez très bien que vous avez été traité pendant des années de complotiste, de ceci, de cela, de tous les noms d'oiseaux. Et puis aujourd'hui, on commence vraiment à se poser des questions. Je parle de l'opinion publique et on sent vraiment que les trous dans la raquette se font de plus en plus grands. Et alors, si vous regardez, je voudrais qu'on fasse avec vous, on est en 2025, je rappelle qu'en mars prochain, c'est-à-dire quand ce sera le 15 mars 2025, ça fera 5 ans que le monde a été déclaré en confinement. En tout cas, qu'une grosse partie du monde a été confinée parce que si on n'était pas enfermés dans nos chambres, nous étions morts. 5 ans se sont passés. Et Jean-Dominique Michel, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ces 5 ans? Eh bien, que le sulfureux est en train de devenir mainstream progressivement, parce que c'est vrai que la réponse qui nous a été imposée avec force dramaturgie, on se souvient du «nous sommes en guerre», on se souvient des gens qui tombaient morts sur place dans la rue à Wuhan, on se souvient de toute cette mise en scène qui avait été établie pour nous faire accepter l'idée d'un confinement et d'une réponse exceptionnelle à l'échelle de notre société, eh bien, on a la confirmation aujourd'hui que tout était faux depuis le début, c'est-à-dire qu'à la fois les informations qui nous étaient données pour justifier des mesures d'exception étaient fausses, c'était de la mise en scène, c'était truqué, mais de surcroît que les mesures qui, à l'appui de ces pseudo-justifications nous ont été imposées, n'étaient pas celles qui étaient indiquées dans la situation de devoir faire face à une épidémie, et qu'en fait on a substitué à une bonne science qui repose sur 2 principes très simples: on laisse la société vivre le plus normalement possible et on laisse les médecins soigner les malades, ce qui est vraiment les 2 principes cardinaux. On a substitué à cette bonne science complètement autre chose, et donc dans le livre qui a fait suite à Autopsie d'un désastre, qui s'appelle La fabrication du désastre, j'ai été voir comment cette substitution s'était opérée. Est-ce qu'elle était intentionnelle? Et le cas échéant, depuis quand avait-elle été préparée? Et à ce stade, les réponses sont tout à fait probantes. Elles commencent à ruisseler progressivement dans les médias mainstream. Donc aujourd'hui, franchement, ça n'est plus qu'une question de mois avant que notre honneur soit totalement réhabilité, cher André Berkoff. Ah bon, vous pensez qu'on va vous enlever totalement le sceau de l'infamie? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Par exemple, le Télégraphe, qui est un des très grands quotidiens britanniques, vient de sortir un article montrant que le gouvernement, au moment où il faisait croire à la population que l'injection génique que l'on connaît était sûre et efficace, provisionnait 1,7 milliard de livres sterling en prévision des dédommagements qu'il faudrait accorder suite aux effets secondaires. On comprend bien que si un produit est sûr, il ne va pas générer des effets secondaires à hauteur d'une demande d'indemnisation de 1,7 milliard de livres, ce qui est phénoménal comme enveloppe. Donc oui, le fait que les gouvernements eux-mêmes savaient très bien ce qu'il en était. Alors évidemment, nous qui nous documentons depuis 5 ans, nous avons une masse de données à disposition que la plupart des gens ignorent, ceux qui ne se tournent que vers les médias mainstream. Mais par exemple, que le ministre britannique de la Santé avait reçu une note des scientifiques sur le coup en mois de février 2020 disant « Cette épidémie n'est pas suffisamment grave pour justifier une campagne de vaccination généralisée de la population ». Donc en fait, les autorités savaient très bien ce qu'il en était et ce qu'il aurait convenu de faire. Elles ont choisi de faire autrement pour des raisons purement politiques que je détaille dans mon livre, mais que Robert Kennedy détaille également dans son livre sur Fauci et Bill Gates. Donc oui, ça c'est inévitable que la réalité de ce que nous évoquons ici apparaisse dans le champ public à un délai qui sera celui de la sortie successive des différents scandales. Et la nomination éventuelle de Robert Kennedy Jr. comme ministre des Affaires sociales et de la Santé aux États-Unis est évidemment très prometteuse en la matière. Évidemment, Jean-Dominique Michel. Mais alors, est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui que véritablement ces vaccins, parce que est-ce que ce n'est pas allé un peu vite en besogne, enfin, en disant que ces vaccins n'auront servi à rien? Après tout, des milliards de gens ont été vaccinés et on ne peut pas dire qu'il y a eu des
dizaines de millions de morts. Donc, je me fais l'avocat, non pas des pro-vaccins ou des anti-vaccins, le problème n'est pas là, de dire oui, d'accord, il y a eu des problèmes, il y a eu des effets secondaires, il y a eu des effets indésirables, on a vu tout ça, les myocardites, des problèmes chez les femmes enceintes, etc. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour vous, que le bilan à 5 ans est globalement négatif, contrairement à ce que disait Georges Marchais par rapport à l'expérience soviétique? Oui, il l'est inévitablement, mais je vous remercie de votre prudence parce qu'il faut éviter les postures idéologiques et partisanes. On est face à des éléments de réalité qu'il s'agit d'évaluer de la manière la plus honnête possible. Effectivement, on peut observer qu'il n'y a pas eu une hécatombe où la moitié des vaccinés seraient morts dans les semaines qui ont suivi et que ça serait visible à l'œil nu. Toutefois, là où on peut effectivement d'ores et déjà parler d'erreur monumentale, c'est qu'il est évident que la technologie n'était pas au point, qu'elle contenait des risques démesurés par rapport aux bénéfices possibles, et en particulier pour toutes les catégories de la population qui n'étaient pas à risque. Et puis on sait que cela prend 10 ans normalement pour mettre un vaccin sur le marché en ayant franchi toutes les étapes de sécurité nécessaires. C'est 10 ans, là, effectivement, la durée normale de validation d'un vaccin, c'est ça? Oui. Oui. Absolument. Et là, on nous a fait croire que la science était tellement convaincante qu'on pouvait ne pas respecter ces différentes phases et les délais qui vont avec ce mantra qui a été répété, sûr et efficace, hein, et c'est un mantra qui est façonné par l'industrie pharmaceutique. Le centre d'éthique de Harvard l'a identifié depuis une dizaine d'années. C'est l'incantation pour mettre sur le marché des médicaments en endormant la vigilance de la population. Et ce qui est sûr à ce stade, c'est que tout cela a été fait de manière précipitée, sans tenir compte de la réalité des risques que cela faisait courir à la population. Et puis on voit qu'il y a quand même un ensemble d'indicateurs de dommages conséquents qui se laissent observer. On parle d'une multiplication des turbocancers, des problèmes bien sûr de la sphère cardiaque, mais aussi de manière très intéressante d'une possible destruction du microbiote et notamment des bonnes colonies de bactéries que nous hébergeons dans l'intestin. C'est une scientifique de très haut niveau qui s'appelle Sabine Azan qui suit ça aux États-Unis. Et donc je dirais qu'on est actuellement dans cette période inquiétante où on sait qu'on n'aurait pas dû se précipiter comme on l'a fait, qu'il n'y avait pas de justification à cela, mais qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure l'étendue des dégâts potentiels. Et évidemment que c'est très désagréable, parce que la responsabilité d'autorité de santé, c'est de veiller que la réalité du profil de sécurité ou de risque soit établie avant que cela soit proposé à la population. Bien sûr. Là, malheureusement, tout le système de santé et même les médecins ont été pris en otage pour faire croire de manière très dogmatique que les injections étaient sûres et efficaces, alors qu'on n'avait aucune garantie à ce sujet. Et comme je vous le dis, qu'on est encore en train de découvrir la réalité des effets indésirables qui se manifestent. Oui, encore, on a effectivement beaucoup de choses à découvrir. Mais alors justement, ça pose des questions, vous avez répondu à beaucoup, mais je voudrais en parler pour les spectateurs, les auditeurs de Tocsin. Qu'est-ce qui fait vraiment, ce qu'on peut dire justement avec le recul, que sinon la quasi-totalité, mais en tout cas une très grande majorité du personnel médical, alors ça a été non pas le refus d'obtempérer, mais au contraire la volonté d'obtempérer le plus possible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit « écoutez les médecins, arrêtez de traiter », alors que les médecins, ce sont ce qu'on appelle les médecins traitants. Non, non, vous occupez pas de ça, c'est plus votre problème, ne voyez plus vos patients, en tout cas, voyez les moins possibles. On va parler après du marché noir qui s'est passé et des chemins de traverse, mais enfin quand même, on a dit voilà, rappelez-vous, c'était quand même ça ne va pas, prenez Doliprane, restez chez vous, et si ça ne va pas, eh bien appelez le 17 ou le 15 et vous irez à l'hôpital. Qu'est-ce qui a fait quand même que, avant même que, évidemment, la population s'incline et obtempère, la quasi-totalité, il faut le dire, du personnel à la fois politique, médiatique et médical ont suivi comme un seul homme? Oui, merci de revenir sur cette question tellement fondamentale. Et effectivement, il y aurait le risque de vouloir passer un peu rapidement par perte et profit ce qui est arrivé. Et en ce qui me concerne, l'interrogation qui m'a habité à l'orée de mon second livre, c'était le fait de dire, OK, on a fait à peu près l'inverse
exact de ce qu'on aurait dû faire et qu'on savait devoir faire. Maintenant, est-ce que c'est un emballement systémique comme il peut en arriver, un espèce de chaos collectif où sous l'effet de la panique et de l'incompétence, on en vient à faire n'importe quoi, ou est-ce qu'à l'inverse, c'était une opération qui a été planifiée? Et là, on est obligé aujourd'hui de privilégier cette hypothèse. En voyant que la panique a été soigneusement entretenue, l'épidémie n'était pas plus grave que les épidémies qu'on connaît habituellement, mais on a vraiment fait croire de manière obsessionnelle. Oui. Ayant fait croire aux médecins qu'ils étaient en danger de mort s'ils recevaient leurs patients, on leur a donné le soulagement de dire ne les recevez surtout pas, de toute manière aucun médicament ne marche. Donc en fait, à ce moment-là, les médecins ont été pris par la peur dans lesquelles ils avaient eux-mêmes été mis à l'encontre des données scientifiques quant aux risques qu'ils couraient. Et puis, il y a eu des campagnes d'ingénierie sociale à grande échelle qui se sont déchaînées. Didier Raoult a été attaqué dès le 15 mars par une tribune de Rudi Reichstadt dans Le Monde, le traitant de charlatan et de complotiste. Donc tout ça était en fait prévu en amont. Et ce que j'ai effectivement pu montrer à travers mon enquête, c'est que dans les répétitions générales de pandémie mises sur pied par Anthony Fauci année après année pour soi-disant se préparer à l'éventualité d'une pandémie mondiale, l'emphase a été mise toutes ces dernières années sur la soi-disant lutte contre les fake news, et la capture des médias pour qu'il n'y ait qu'un discours officiel qui soit porté. Et donc tout cela a été travaillé très en amont avec un ensemble de phénomènes et de processus qui ont fait que le moment venu, chaque grande catégorie professionnelle a marché au pas selon la partition qui avait été imaginée à l'origine. Et c'est un plan absolument délibéré. Ce que vous dites, Jean-Dominique Michel, c'est que donc tout ça a été préparé avant même la diffusion, avant même l'éclatement de la pandémie, et d'ailleurs par ces fameux fact-checkers qui n'étaient en réalité que des fake-checkers, on le sait aujourd'hui. En tout cas, la plupart des gens le savent, et on voit certains naufrages aujourd'hui tous les jours. Mais revenons à cela. Effectivement, il y a eu cette préparation. Effectivement, il y a eu, en tout cas, cette mise en condition, cette ingénierie sociale, gouvernée par le chaos, comme disait un certain Lucien Cerise, gouvernée par le fait que, voilà, la meilleure manière de manager, c'est de faire peur, comme ça vous serez tous en rang et vous allez tous accepter. Il n'empêche quand même que ça a très bien marché pendant un certain temps. Vous m'entendez? Oui, mais de nouveau, les éléments de réalité étaient soigneusement bloqués pour qu'ils ne viennent pas interférer avec la parole médiatique, avec la parole médicale. Et en fait, les professions qui sont ce qu'on appellerait des leaders d'opinion en termes de marketing, c'est-à-dire ceux qui conservent suffisamment de crédibilité pour que si ils énoncent une parole, les gens la croient et choisissent d'obéir, ou en tout cas de faire confiance à cette parole. Tout cela a été soigneusement organisé, et notamment avec des campagnes de destruction de tous ceux qui osaient dire autre chose. Donc aujourd'hui, on voit quelques journalistes mainstream venir dire on n'avait pas le droit de parler de certains sujets ou de poser des questions à l'antenne. Le terrain était complètement verrouillé. Et au fond, c'est là où ça a été extrêmement efficace, avec des campagnes de destruction de réputation. Vous en savez quelque chose, cher André Berkoff. Moi-même, j'étais un expert honorablement connu sur la place publique et je me suis retrouvé vilipendé, haro sur le baudet. Enfin, quand d'un autre côté, on sait pourquoi on se bat et puis qu'on sait aussi que la loyauté à ce qui est véridique prime sur le reste, on est capable d'encaisser ces attaques, mais surtout comprendre qu'elles font partie d'un jeu, qu'elles font partie d'un paysage qui a été organisé de cette manière, et ça va très loin. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en allégeance avec l'agenda globaliste davosien, vous êtes d'extrême droite. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que le terrain de la catégorie de l'extrême droite est devenu aujourd'hui, il inclut toutes les personnes qui énoncent des doutes ou des réserves par rapport à un projet politique extrêmement contestable par ailleurs. Ou même qui ont du bon sens, et vous voyez le cadeau que l'on fait à l'extrême droite. C'est-à-dire que ces braves gens, dans leur côté à bovin,
qualifie d'extrême droite tous ceux qui n'adhèrent pas au camp du bien, et donc vous voyez ce qu'ils font comme ils amènent des militants à l'extrême droite. Enfin, c'est un autre problème. Mais je voudrais revenir à cela. Quel rôle a joué? Alors, je voudrais que vous nous parliez, parce que beaucoup de gens entendent parler comme ça d'Anthony Fauci, mais je voudrais qu'on parle, Jean-Dominique Michel, vous en avez parlé dans vos livres, le rôle capital qu'a joué Anthony Fauci dans la préparation de tout cela, et bien avant l'an 2020, pardon. Oui, oui. Et en fond, ce qui est passionnant pour un expert en santé publique et anthropologue comme moi qui m'intéresse aux discours sociaux, c'est-à-dire la manière dont ça parle dans la société sur les phénomènes que nous vivons, c'est qu'on voit qu'il y a eu en parallèle une militarisation de la santé publique. Et le fait de passer des bonnes réponses de gestion des épidémies au confinement, c'est en fait tout un travail issu du département militaire américain pour commencer, du département de la Défense. Et on sait d'ailleurs que Moderna avait reçu un contrat du département militaire américain dès 2013 pour développer les technologies ARN messager. Et puis il y a eu parallèlement une militarisation du champ médiatique, à la fois par l'instrumentalisation des rédactions des médias mainstream, une espèce de continuité de l'opération Paperclip, si vous voulez, d'instrumentalisation par des grandes agences internationales, mais aussi... Excusez-moi, Jean-Dominique Michel, rappelez l'opération Paperclip, peut-être, pour ceux qui ne la connaissent pas. Non, Mockingbird, pardon, je me trompe dans les ouais. termes, c'est... cette infiltration des rédactions par la CIA pour s'assurer que les médias diffusent un message conforme aux intérêts géopolitiques des États-Unis, et Dieu sait si ils ont truqué et triché au cours du temps pour affirmer des choses fausses, simplement pour rallier l'opinion publique, notamment à leurs grandes décisions géopolitiques et guerrières. Oui. Julian Assange avait rappelé que sans le travail des médias, aucune des guerres qui ont eu lieu ces 50 dernières années déclenchées par les États-Unis n'aurait été acceptée par l'opinion publique. Et donc, il y a eu cette infiltration et puis un complexe industriel de la censure avec des organisations massives dotées de dizaines et de dizaines de milliards de dollars de moyens pour veiller à ce que toute la circulation de l'information à travers l'Occident soit totalement balisée, et notamment avec ses collaborations avec les réseaux sociaux que Musk a révélé quand il a racheté Twitter, où en fait, dans chacun des grands réseaux sociaux, il y avait des agents du FBI et de la CIA et du département de la sécurité intérieure qui donnaient des ordres aux réseaux sociaux sur les contenus qu'il fallait privilégier, les contenus qu'il fallait interdire et la censure qu'il fallait mettre en œuvre. Et tout ça pour faire une espèce de cordon sanitaire pour que le commun des mortels, qui n'a pas envie de se faire traiter de complotiste, ne soit jamais confronté à une information qui puisse le faire douter de ce que les gouvernements étaient en train de leur dire. Et ce qui est fascinant, c'est que toute cette mécanique a été mise à jour. Il y a notamment un ancien analyste du département d'État américain qui s'appelle Mike Benz, qui, chez Tucker Carlson et à d'autres endroits, a donné tout l'organigramme de cette manipulation. Donc, et puis même Mark Zuckerberg vient de le reconnaître avec une espèce de confession publique et une pseudo-contrition de circonstances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook a été partie prenante de l'opération de contrôle de l'information depuis une dizaine d'années. Donc quand il dit j'avais le couteau sous la gorge, je pouvais pas faire autrement, c'est la méchante administration Biden qui m'a obligé à faire ça, non, cela faisait déjà une dizaine d'années que Facebook organisait tout, jusqu'à mandater des fact-checkers payés par Pfizer. Et oui, et je rappelle quand même que Facebook finançait un certain nombre, ici même dans notre cher et doux pays, la France, finance l'AFP, l'agence France Presse, hein, l'agence officielle chez officielle, puis à question de plusieurs millions, plus des fact-checkers, plus un certain nombre de journalistes payés. Ce qui est étonnant dans cette histoire, en fait, c'est que les psyopes, l'ingénierie sociale a toujours existé, mais Jean-Dominique Michel, alors l'anthropologue que vous êtes, est-ce que ce qui est frappant, c'est que cette ampleur quasi-planétaire de l'opération?
Oui, oui, et là, Mike Benz l'explique très bien en disant qu'au fond, jusqu'aux années 2012-2014, les services américains, les grandes agences de sécurité et de renseignement national et géopolitique, tablait sur la libre circulation de l'information parce qu'il disait que c'était le meilleur moyen de lutter contre les dictatures, contre l'islamisme, Ouais. contre les systèmes autoritaires comme la Chine et la Russie, et donc se sont engagés. C'est notamment la CIA qui a rendu disponible toute la technologie des VPN. Vous savez, Ouais. ce routeur qui vous permet de ne pas être repéré quand vous allez surfer sur des sites, et donc vous pouvez, tout en étant basé à Paris, faire croire que vous surfez depuis Los Angeles, depuis Voyons. Moscou, ou depuis le Zimbabwe. C'est la CIA qui a rendu ça public parce que les agences en question à l'époque se disaient c'est la meilleure manière de lutter contre le totalitarisme. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure que la tentation totalitaire montait à l'intérieur de l'État profond américain, eh bien ils ont complètement changé les règles du jeu et en introduisant ces systèmes de surveillance qui sont assez vertigineux sur le plan anthropologique, ça fait évidemment penser aux premières révélations d'Edward Snowden, mais le fait par exemple qu'il y a une veille systématique de tout ce qui circule sur Internet, y compris dans vos emails privés. C'est ça Si qu'il vous faut. êtes sur Gmail, tous vos emails sont scannés en permanence par des algorithmes et le cas échéant par des êtres humains, avec des alertes déclenchées par certains mots-clés. Ah ouais. Donc, par exemple, effet secondaire des vaccins, ça déclenchait automatiquement des alertes. Et puis après, avec toute une intervention pour fausser la circulation de l'information, de nouveau pour établir le cordon sanitaire dont on parle. Et on le voit bien aujourd'hui en France, la ligne de front est tout à fait massive entre X d'un côté qui prétend vouloir libérer la parole, même si X France reste quand même encore très au contrôle, il me semble, des services secrets français et de l'Élysée. Et puis d'un autre côté, tous les médias qui se retirent de X en disant ça ne correspond plus à nos valeurs, Oui. mais dont on comprend bien que l'écueil principal est la contradiction que les internautes laissent à travers leurs commentaires en disant mais vous pouvez quand même pas prétendre des choses pareilles. Et quand on voit n'importe quel article du Parisien ou du Figaro ou de Libération et les commentaires des internautes, on comprend que ça devient insupportable pour eux. Oui, Parce que c'est-à-dire toute la opinion qui est mauvaise contraire. information, l'information falsifiée, Ouais, toute opération qui est contraire à notre exactement. psyop et à notre idéologie et à notre ingénierie sociale doit être impitoyablement écartée. Et c'est vrai, ce qu'on vit aujourd'hui avec il quitte X, hello, je quitte X, patronné d'ailleurs par un employé Voilà. du CNRS, c'est quand même assez amusant. C'est bien de voir le Centre national de la recherche scientifique, en fait, aussi Jean-Dominique Michel, et que ça puisse se faire, en tout cas même si ça a été démenti, au nom du CNRS, est quand même quelque chose, un signe qui n'est pas un signe à bas bruit. C'est vrai, et en fait, on est dans cette période fascinante. Michel Maffezoli en parle bien mieux que moi, mais de l'effondrement d'une époque, de l'époque moderne, Ouais. et on voit que toutes les grandes institutions sociales, les universités, des dizaines et des dizaines d'universités se retirent de X pour protester contre la liberté d'expression. Enfin, Ah oui, c'est c'est magnifique. extraordinaire. Ouais, ouais. Mais en même temps, ces grandes institutions se disqualifient de manière, à mon sens, définitive. Alors, cela dit, il faut quand même rappeler que beaucoup de cercles universitaires étaient maoïstes ou staliniens il n'y a pas si longtemps. Donc, Certes. ça prouve quand même que le fait de savoir plein de choses n'empêche pas d'être dans des représentations du monde assez délirantes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on voit effectivement que des institutions qui étaient garantes d'une certaine honnêteté intellectuelle ou d'une certaine rigueur sont aujourd'hui complètement en dérapage. Et cet effondrement est intéressant parce qu'il va forcément être remplacé par autre chose. Les médias indépendants en sont un bel exemple. Mais après, Bien on va sûr. avoir d'autres traductions également dans le monde académique et de la recherche scientifique qui est aujourd'hui très très parasité par des intérêts privés qui conduisent à la production d'une fraude scientifique majeure Oui, mais dans il ce y a- qu'on appelle la production scientifique. Oui, mais alors Jean-Dominique Michel, il y a quelque chose qui va encore plus loin. Moi, ce qui m'a fasciné hier, hein, c'est que les éditions Gallimard, par la voix de leur PDG Gallimard, c'est pratiquement Oui, la oui. moitié de la littérature française du XXe et du début du XXIe siècle. Enfin, d'Aragon à Céline, en passant par Gide et tous les autres. Enfin, c'est... Bon...
eh bien, Gallimard envoie un communiqué officiel par le biais de son président-directeur général en disant « Nous quittons X justement au nom de la pluralité et de la liberté ». C'est-à-dire que des éditions, la première maison d'édition française, il faut le dire, eh bien, dit « Je quitte X ». Au nom, encore une fois, de la liberté d'expression, c'est-à-dire que ce qui se passait avant, quand Twitter était, comme vous le disiez, et on le sait, sous la coupe de la CIA, du FBI, il ne faudrait pas parler de Hunter Biden, des magouilles du vice-président Joe Biden à l'époque, avec la Chine, avec l'Ukraine, avec d'autres pays encore. Eh bien, il ne fallait pas en parler, mais personne ne disait rien. Et on ne pouvait pas parler aussi de ce qui se passait avec Mark Zuckerberg et un certain nombre de sites pédocriminels. Non. Eh bien, là où effectivement la personne dit « Écoutez, moi, simplement, vous dites ce que vous voulez là-dessus, le meilleur et le pire », et voilà que ça arrive à Gallimard. Mais ça va plus loin quand même, Jean-Dominique Michel. C'est-à-dire, ce n'est même plus les universités ou le CNRS, c'est une maison d'édition qui embrasse de l'extrême gauche à l'extrême droite la quasi-totalité de la création littéraire française. C'est quand même un sacré signe. Oui, oui. Et en même temps, il faut se rendre compte, je crois, que le résultat de la propagande que vous décrivez, vous comme moi, nous avons suivi tout ce qui s'est passé au cours des mois. On sait, par exemple, que la soi-disant prise d'assaut du Capitole du 6 janvier était un coup monté. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre important d'agents du FBI qui excitaient les troupes. Les gardes du Capitole ont fait entrer les soi-disant insurgés, et notamment le fameux avec les cornes de bison. On a des bandes vidéo qui ont été révélées par Tucker Carlson qui le montrent escorté par des agents de sécurité dans toutes les différentes pièces du Capitole. On sait aussi que Trump avait lancé un appel sur Twitter demandant aux gens « Rentrez chez vous, nous sommes le parti de l'ordre et du respect du droit ». Et tout ça a été réarrangé dans une verbalisation, mais à laquelle croit probablement M. Gallimard, que Donald Trump a excité ses troupes en les envoyant contre le Capitole pour faire un coup d'État. Donc on est dans cette réalité parallèle. Et tous les gens qui sont victimes de ce conformisme habitent un monde qui n'existe pas. Ils habitent une réalité parallèle. Oui, moi, je le sais parce que récemment, quand Zuckerberg est passé chez Joe Rogan pour dire la réalité qu'il avait été contraint de censurer sur son truc, je l'ai passé à un proche qui est très convaincu par les médias mainstream. Et il m'a tout de suite dit, non, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des deepfakes et faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Vous voyez, c'est qu'il y a une résistance psychique au fait de se dire, tout ce à quoi j'ai cru ces dernières années est peut-être faux, et peut-être qu'on m'a manipulé pour me faire croire ces choses qui me conduisent aujourd'hui à des positions aussi délirantes que celle de dire pour la pluralité de l'information, je boycotte un réseau sur lequel les gens sont libres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Tout à fait. Ce qui, sur le plan logique, est quand même somptueux. Mais d'où, effectivement, cette espèce de culture du déni qui est inacceptable et qui dit c'est pas possible d'être de dire ce que vous voulez dire. Mais je vais vous dire juste un mot, Jean-Dominique Michel, hier soir sur CNews, pour avoir dit ce que vous venez de dire et pour avoir émis des doutes sur ce qui s'est passé le 6 janvier à la soi-disant insurrection du Capitole, les gens, mais vous voyez, c'était des gens de bonne volonté. Mais André Mercop ne pouvait pas dire ça, c'est pas possible. Mais non, mais c'est faux. Vous ne pouvez pas admettre qu'il n'y a pas eu des gens. Il y a eu 4 morts, des gens sont rentrés avec des fusils. C'est-à-dire même des gens qui étaient pas du tout hostiles à Trump ou autres, etc., ou Musk. Mais à un moment donné, c'est très intéressant, et nous revenons au sujet fondamental. Qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où il y a eu une formidable opération, et on revient à l'anthropologie, à la sociologie, une formidable opération de fabrication d'un consensus, même d'un faux consensus, et fabrication de l'opinion, eh bien, c'est très compliqué que la réalité frappe à la porte et on ferme les portes et les fenêtres. On ne veut pas la voir, la réalité.
Exactement, et là on est dans ce moment très très passionnant à vrai dire où les révélations vont sortir et en réalité on ne sait pas jusqu'où elles vont. Candace Owens a reçu à 2 reprises sur son plateau un ancien analyste de la CIA qui est venu faire des révélations sur un ensemble d'incidents historiques, mais y compris l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, Ouais. dont la narration officielle nous dit que l'état-major américain a été pris par surprise, ne s'y attendait pas du tout. Ben, cet ex-analyste de la CIA dit pas du tout. Le gouvernement américain savait très bien qu'une attaque japonaise était en préparation, mais a choisi de la laisser se dérouler pour avoir un motif d'entrer en guerre. En ce Mmh. qui me concerne, je suis agnostique, je ne sais pas ce qui est Oui, on vrai. ne peut pas Mais ce que je veux dire, l'affirmer, c'est qu'il bien sûr. existe un ensemble de dossiers sur ce qu'on croit tous comme résultat de la manière dont l'histoire récente a été dite, bah, notamment les dossiers de l'assassinat de John Kennedy et de Robert Kennedy, Qui vont du 11 sortir d'ailleurs. septembre, Oui, d'un ensemble d'événements qui vont oui. sortir maintenant peu ou prou, on ne sait pas s'ils vont sortir intégralement ou Ou s'il va y pas, avoir ouais. encore de la rétention, mais qui, le cas échéant, peuvent nous conduire à réviser de manière très fondamentale ce que de bonne foi nous croyons savoir sur l'histoire récente du monde. Et évidemment que tous ceux qui se sont fait gruger dans des représentations erronées sont plutôt sur les pattes arrière, parce que c'est très C'est clair, douloureux d'accepter qu'on a de c'est bonne sûr. foi endossé des choses qui étaient parfaitement fausses, et puis aussi avec quand même la mauvaise conscience des conséquences que ça a pu avoir. Oui, parce qu'on sait très bien, on ne va pas détailler les conséquences psychiques, les conséquences psychologiques des confinements, les conséquences économiques, les Oui. conséquences commerciales, les conséquences géopolitiques même de tout ce qui s'est passé. Tout ça va sortir et se faire. Mais si vous l'avez fait, mais quand vous parlez d'autopsie d'un désastre ou fabrication du désastre, mais dites-moi, ce désastre, je reviens à une question que je vous ai posée partiellement, ce désastre est voulu par un certain nombre, pourquoi? Pour dire, nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial, et malheureusement ou heureusement, ce nouvel ordre mondial doit être bâti d'abord sur la peur, il faut que les gens aient peur, il faut que les gens sentent l'angoisse, il faut que les gens sentent l'angoisse de la mort, pour qu'on avance un peu sur cette destruction des frontières, cette destruction effectivement, et pour avoir un agenda qui permet d'avoir cette diversité du woke je veux dire, au laisser-faire, laisser-aller. Et est-ce que quelque chose comme ça a été pour vous? On ne va pas l'affirmer, vous êtes agnostique, moi aussi, mais est-ce qu'il y a eu une espèce de, je dirais, de planification, on ne parle pas de complot, mais de planification de quelque chose dont effectivement cette crise Covid a été le témoignage, l'exemple chimiquement pur et passionnant? Oui, oui, tout à fait. Et là, j'ai effectivement fait j'ai colligé de manière extrêmement méticuleuse tous les dires des dirigeants concernés, parce que un motif central de ce dont nous parlons, c'est celui de cacher en pleine lumière. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ouais, complot, parce qu'ils ont tout dit ouvertement. Le bien fait sûr. qu'on irait vers un gouvernement mondial, que des gens très intelligents sont mieux placés que les peuples pour prendre des décisions, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, vous serez surveillé en permanence, mais si vous n'avez rien à cacher, où est le problème? Mhm. Tout cela a été dit par une variété d'acteurs, de David Rockefeller, Klaus Schwab, Jacques Attali, qui a annoncé qu'on allait vers une société avec une toute petite élite richissime, un immense réservoir de gens paupérisés qui peinent à survivre, et puis une petite classe moyenne qui aura Qui peur de sait? basculer dans la précarité et qui regardera les riches avec envie. Tout ça a été dit très ouvertement. Donc c'est fascinant parce que là on voit l'efficacité de l'ingénierie sociale. C'est dit. Mhm. Mais quand nous prenons la responsabilité de dire, mais vous avez bien entendu qu'ils ont dit ça, ah vous êtes complotiste. Et Ouais. ça, c'est vraiment le génie de cette manipulation. C'est-à-dire que tout est dit ouvertement, c'est accessible, c'est consultable, mais quiconque se hasarde ou prend le risque d'attirer l'attention sur ce qui a été dit se fait ostraciser et mettre de côté. Et au fond, moi, oui, je pense qu'il y a une intention malveillante de la part de ce que certains psychiatres appellent des prédateurs globaux, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment des Bien psychopathes du sûr. pouvoir et de l'avoir, qui n'ont jamais assez et qui sont prêts à tout pour accaparer les ressources et les positions de pouvoir. Et que, Dieu merci, les populations, est-ce qu'ils vont vraiment faire tout émerger au grand jour? Si
si c'est le cas, c'est la fin de la partie. Parce que notamment autour du Covid, vous savez que Fauci vient d'être gracié par Joe Biden, une grâce préventive. Alors ça, c'est déjà encore une innovation. Ouais. Mais si tous les dossiers sortent, à ce moment-là, il n'y a pas de doute. Le SARS-CoV-2 a été fabriqué intentionnellement en laboratoire. Fauci a annoncé en 2017, lors du premier mandat de Trump, vous verrez, il y aura une pandémie mondiale pendant ce mandat. Ce qui est impossible à prédire. On peut savoir qu'il y en aura une tôt ou tard, dans 10 ans, dans un siècle, mais dire pendant ce mandat-là, vous allez voir, il y en aura une. Et il l'a dit encore, comme ça, ouvertement. Il l'a dit comme ça, ouvertement, très clairement. Ouais. En 2017. Il a dit, je peux vous assurer que pendant ce mandat, il y aura une pandémie mondiale. C'est extraordinaire quand même. Et puis après, on sait que la liste de crimes que Anthony Fauci a à se reprocher est longue comme le bottin du téléphone. Et donc, si vraiment les choses sont mises en pleine lumière, ça peut aller très très vite dans l'effondrement de ce qu'on a fait croire à la population au cours des 5 années passées. Alors, on va voir effectivement si tout cela se vérifie ou pas. Hein. On ne le sait pas, vous ne le savez pas, et moi non plus, évidemment, mais on va le voir. Cela dit, alors moi, juste une question, je voudrais parler à comment vous réagissez. Moi, j'ai été assez scié par ce pardon, cette notion de pardon préventif. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas poursuivi, mais le pardon présidentiel, la grâce présidentielle, en général, moi je me disais, dans ma petite cervelle, je me disais, la grâce présidentielle arrive, oui, quand quelqu'un a été condamné, mais on estime qu'il peut avoir une réduction de peine ou une grâce présidentielle, etc. Non, là, c'est pas du tout ça. Personne n'a été poursuivi jusqu'ici, personne n'a été condamné jusqu'ici, mais on lui fait la grâce préventive. C'est quand même hallucinant, ça, alors que l'Amérique est considérée, à juste titre, quelquefois, mais là, on peut se poser des questions avec leur premier amendement, très bien, magnifique, liberté d'expression, etc. Mais alors, ce pardon, mais comment, qui a eu l'idée folle, non pas d'inventer l'école, mais le pardon préventif ? Alors d'après les juristes, il y a quand même une question de légalité qui se pose, parce qu'effectivement, normalement, une grâce s'applique à une condamnation qui a été prononcée par la justice. Donc il y a quand même une petite question, mais il y aura des débats de juristes et de juridictions à perte de vue. Cela dit, effectivement, je crois qu'il faut comprendre qu'on est dans un moment où les élites crapuleuses au pouvoir n'ont plus aucun scrupule d'aucun ordre. On le voit en France, où tous les pires intervenants se voient décerner la Légion d'honneur. Marlène Schiappa, dans la dernière volée, alors qu'on sait toutes les fautes qu'elle a commises autour du fonds Marianne, voilà, tous les gens qui sont compromis se retrouvent promus et décorés, et tous les gens qui, au contraire, essaient de faire du bon travail se font avoiner par les hordes excitées, par les pouvoirs en place. Donc, cette grâce préventive, en ce qui me concerne, ne m'a pas surprise. Je me serais même attendu à ce qu'elle arrive plus tôt, mais le fait qu'il le fasse à la dernière minute, là encore, est une extraordinaire illustration de la malhonnêteté du personnage. 3 heures avant de quitter le bureau présidentiel, oui. Et puis, après avoir assuré 10 jours plus tôt qu'il ne gracierait personne qui n'ait pas été condamné par la justice. Mais il avait également assuré qu'il ne gracierait pas son fils Hunter. Bien sûr. Donc c'est des gens dont la parole ne vaut rien, ou plutôt la parole est uniquement un appât à naïf pour faire croire quelque chose, mais qui n'a aucune valeur dans la durée. Et puis vous savez que ça va plus loin, parce qu'il a gracié tout un ensemble de membres de sa famille. Et là on voit l'aveu de culpabilité phénoménal apparaître, parce que même la grâce d'Anthony Fauci démarre au 1er janvier 2014. Pourquoi cette date ? Parce que c'est la date du coup d'État en Ukraine et de l'ouverture de laboratoires biomilitaires spécialisés dans les recherches de gains de fonction en Ukraine, et puis toute la toile du fonctionnement mafieux de la famille Biden, qui est impliqué avec un ensemble de mafias dans le trafic d'êtres humains, dans le trafic d'armes, probablement le trafic de drogue. Et les différents membres de la famille Biden étaient les têtes de pont pour ces opérations, avec des retours de financement vers Joe Biden lui-même, qui s'est énormément enrichi à travers toutes ces années. Et Barack Obama avait décrété un moratoire sur les gains de fonction officiellement, alerté par des scientifiques qui mettaient en avant ces dangers. Et à partir de ce moment-là, toutes les opérations ont été clandestines. Et donc, la grâce accordée de manière préventive à Anthony Fauci remonte au début. Donc, on voit là encore comment tout était préparé, tout a été conçu, tout a été bien fait.
Et évidemment que, en ce qui me concerne, j'avais repéré que Anthony Fauci, dans les auditions des commissions d'enquête du Congrès auxquelles il se rendait, faisait preuve d'une arrogance extraordinaire, et vraiment avec cette attitude, mais vous pouvez m'aboyer dessus autant que vous voulez, vous pouvez me brandir sous le nez la réalité de tout ce que j'ai commis de criminel ou d'illégal, de toute manière, j'en ai rien à fiche, je ne risque rien. Et vraiment, cet aplomb, cette assurance qu'il avait était très très frappant quand on connaît la gravité de ce qui lui est reproché. Donc en ce qui me concerne, ouais, ça a été tout sauf une surprise, même si ça reste très estomacant dans sa nature. Ah, c'est clair, ça reste très estomacant et on peut vraiment se poser des questions, mais tout ça va suivre son cours et on verra ce qui va se passer là-dessus. Jean-Dominique Michel. Je voudrais peut-être aborder un autre domaine, enfin un autre sujet, mais toujours dans ce domaine de ce qui se passe ici. Est-ce que c'est intéressant? Alors, je m'adresse à l'historien autant qu'à l'anthropologue. Ce qui est intéressant quand même dans ce qui se passe actuellement aux États-Unis, parce que ça se passe là, après ça va se passer aussi ailleurs, beaucoup de choses dans le monde, hein. Il n'y a pas qu'à Washington que ça se passe. Mais comment, regardez, le facteur humain joue, c'est-à-dire que parce que effectivement, pour des raisons X et Y, Donald Trump a pu se faire réélire, qu'il a eu l'appui massif et quand même non négligeable d'Elon Musk, Robert Kennedy, Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy, qu'il a eu une équipe, évidemment, ça n'a rien à voir avec Trump 1 en 2016, même s'il avait toute la bonne volonté, mais il ne connaissait pas le personnel politique, même s'il avait acheté certains d'entre eux pour ses affaires immobilières. Là, le Trump 2, évidemment, a eu le temps de recevoir tout, on a tout essayé, de le tuer, de le ruiner, de lui imputer 400 procès par jour, de raconter que ce qui s'est passé, la collusion russe, etc., 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 vous savez aussi bien que moi. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que il a donc gagné, il a gagné le vote populaire, il a gagné le vote des grands électeurs, il s'est entouré, et puis il a commencé par un tsunami de décrets, une rafale absolument totale de décrets. Depuis 3 jours, 4 jours, c'est rien. On verra ce que ça donne, on verra ce qu'il pourra faire ou pas, c'est un autre problème. Mais donc, aujourd'hui encore en histoire, on me disait, vous savez, on ne peut plus rien faire, l'économie étant l'économie, mais donc le facteur humain joue un rôle quand même fondamental, contrairement aux modélisateurs qui disaient l'Occident est foutu, ceci est foutu. Je pense à certains, voilà, les BRICS c'est fini, ont gagné, les autres sont morts, y compris les États-Unis. On voit que c'est plus compliqué que ça. Oui, et les exemples que vous donnez me paraissent très inspirants parce qu'au fond, ce que cela suggère, et on le voit avec d'autres exemples, comme le Salvador, par exemple, qui était le pays le plus violent et le plus dangereux d'Amérique centrale et qui aujourd'hui connaît le taux d'homicide le plus bas de toute la région. On voit que l'Argentine est en train de fleurir sur le plan économique. Alors, comment dirais-je, moi je suis pas du tout acquis à la philosophie politique des gouvernants en question, mais ça c'est secondaire, j'ai envie de dire. Ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des exemples qui montrent que des situations peuvent se retourner de manière extrêmement rapide et qu'il n'y a pas de fatalité de cet effondrement ou de cette destruction de l'Occident en cours. Il y a effectivement quelque chose qui s'effondre parce que ça n'est plus sain et ça a fait son temps, c'est obsolète et un nouveau monde en gestation est en train d'apparaître, pour parler comme Michel Maffezoli. Mais toujours est-il qu'on a effectivement des exemples qui montrent qu'il n'y a pas de fatalité. Et si on prend par exemple en France cette réalité du référendum de 2005 sur le traité européen, le peuple avait très clairement dit qu'il n'en voulait pas, la classe politique s'est arrangée pour l'imposer quand même, mais on sent quand même que l'Union européenne pourrait exploser relativement vite, étant donné le projet tel qu'il est devenu entre les mains de dirigeants qui sont tout sauf recommandables. Donc non, moi je pense qu'au contraire, tous ces exemples ont de quoi nourrir une espérance, oui, tant qu'on n'a pas retrouvé des manettes pour avoir les leviers du pouvoir, c'est très compliqué. C'est vrai que Trump a pu beaucoup compter sur l'adhésion populaire. Bien sûr. Et c'est vraiment un grand coup de balai, mais qui vient des populations elles-mêmes. Tout à fait. Et il a fait des scores électoraux extrêmement forts, même chez les populations amérindiennes, dont on ne parle jamais. Amérindiennes, mais il est sorti avec plus de 65% des voix du vote amérindien. Oui.
Donc on voit qu'au fond, et ça, Maffezoli, je suis désolé de faire encore une fois référence à lui, mais c'est un tel penseur qui éclaire notre réalité, dit souvent qu'il ne faut pas confondre les élucubrations du microcosme parisien avec la sagesse populaire et ce que les gens sentent et pensent réellement. Et on voit que le wokisme a probablement pris un coup fatal aux États-Unis, où simplement on remet les pendules à l'heure en disant oui, il peut y avoir des anomalies, mais enfin en attendant, il y a deux genres dans l'espèce humaine, comme j'ai tous les mammifères. C'est quand même un peu remettre l'église au milieu du village. Et puis, on sait que chez nous aussi, au fond, cette espèce d'idéologie très dépravée, décadente et corrompue sévit effectivement dans les cercles du pouvoir à Paris, mais que les populations dans les villes de province, dans les villages, dans les territoires ne sont pas du tout acquis à tout ce qu'on essaye de nous faire croire comme étant la nouvelle manière de voir le monde. Donc oui, moi je pense que les choses peuvent s'inverser très rapidement, d'autant plus qu'elles étaient factices. Cette espèce d'idéologie globaliste, wokiste, n'a jamais pris en réalité, n'a jamais pris racine. Non, c'est Et vrai. au contraire, elle n'a cessé de lutter contre la réalité des traditions et des enracinements. Et vous savez, je me suis intéressé, pas plus tard qu'hier, j'ai été revoir l'hymne russe. Vous savez, l'hymne Oui, national qui oui, est assez, oui, qui est assez, il est entraînant, quoi. tout à Et en fait. fait, ils ont réécrit les Imposant même, paroles oui. pour changer de la période communiste. Et une des phrases, c'est nous honorons nos ancêtres qui nous ont légué la sagesse populaire. D'accord. Vous voyez comme c'est beau, nous Intéressant. honorons nos ancêtres qui nous ont transmis la sagesse populaire. C'est cette manière de faire vivre le passé dans le présent qui est très en souffrance en France aujourd'hui, sous le coup de toute une idéologie voilà, qu'on peut Connais, oui. s'attacher à décrire, mais qui au fond ne correspond pas à la réalité de ce que les gens vivent. Tous les Français savent qu'il y a une culture française. Tous les Français savent qu'il y a une histoire de France, qu'il y a un génie français qui existe. Et même si le président est globaliste et pour lui cela ne veut rien dire, la France n'est qu'un territoire d'un marché, eh bien pour les gens cela conserve sa Bien valeur. sûr. Et je pense que le moment où la cristallisation collective s'opère, il va être possible de faire revivre quelque chose de bon et de beau et de vrai autour de la réalité de ce qu'est la France et que chaque pays, la diversité européenne est extraordinaire. C'est très beau qu'un Portugais soit portugais, qu'un Suédois soit Bien suédois, sûr. qu'un Hongrois soit hongrois et qu'un Français soit français. Si ça devient interchangeable ou si c'est la même réalité partout, on y perd tellement que Tristesse. personne ne peut intelligemment défendre un projet pareil, mais c'est celui porté par les élites à Bruxelles et à l'Élysée et à Matignon et dans nos différents pays. Mais ce qui est intéressant quand vous citez cette phrase de l'hymne russe, c'est qu'à un moment donné, une autre un autre hymne était extrêmement incontournable, c'était l'Internationale. Et l'Internationale, c'est quoi? Du passé, faisons table rase. C'est ça. On n'est plus là, hein, c'est plus tout à fait la même chanson, là, en fait. Mhm. Et Oui, oui, et ça, oui, allez-y, Jean-Dominique, allez-y. non, ça, on pourrait dire que c'est effectivement le grand fantasme moderne. Hein. C'est cette idéologie du progrès à outrance qui disait qu'au fond, tout le passé n'était qu'obscurantisme et superstition, et que nous allons vers des devenirs glorieux grâce au progrès de la technique et de la science et de la civilisation. On sait aujourd'hui qu'il y a deux valences. Il y a celle effectivement du progrès, notamment technologique, qui existe. Les choses sont de plus en plus Bien sûr. puissantes, efficaces et pertinentes, mais il y a aussi ce qui ne change pas et qu'il est important de préserver. Parce que si on fait table rase de l'enracinement qui précisément nous permet de garder un sens de notre identité, mais aussi le sens des valeurs communes qui nous permettent d'être ensemble à l'intérieur d'une société, bah à ce moment-là, on arrive dans des sociétés qui sont déracinées, mais qui sont aussi en perte de savoir-vivre Tout à fait. ensemble. Et donc voilà, c'est cette recomposition qui est en cours. Mais c'est vrai que la postmodernité ne sera pas l'effacement de la modernité, ça sera le dépassement de la modernité Tout à fait. vers un retour à quelque chose de plus tribal, de plus holistique dans la manière de comprendre les choses et je l'espère de beaucoup plus sain par rapport à ce que les élites au pouvoir actuellement nous brandissent comme projet de société, parce que franchement c'est tout sauf enthousiasmant. C'est sûr. Et puis là, vous dites, d'ailleurs, je sais
sais qu'on en a parlé hors antenne, que vous préparez un livre sur les spiritualités. Évidemment, c'est au nom de quelles valeurs nous allons défendre ce que nous avons à défendre, parce que, effectivement, s'il n'y a pas de valeur à l'horizon, il n'y a rien. Et on le sait très bien. Ce n'est pas si Dieu n'existe pas, tout est permis, mais ce n'est pas loin, effectivement, Jean-Dominique Michel. Et quelque chose qui me frappe aussi, pour élargir un tout petit peu le débat, parce que tout est lié, bien sûr, ce qui se passe avec le Covid, comme ce qui se passe avec le Russie-Ukraine, comme ce qui se passe avec le réchauffement climatique, comme beaucoup d'autres conflits. Ce qui me frappe encore une fois, c'est cette espèce d'extraordinaire, comment vous dire, extraordinaire dictature, plus ou moins soft du narratif, qu'on a toujours essayé de nous assener, hein, c'est pas nouveau. Relisons Orwell, relisons même, il y a 5 siècles, le traité de la servitude volontaire de la Boétie, et cette espèce de dire, voilà, oui, mais écoutez, vous devez vous soumettre, et puis cette espèce qui est quand même tout à fait extraordinaire, que voilà, là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, justement, je reviens au facteur humain, où effectivement, un certain nombre de choses, on dit, attendez, il faut que le balancier bouge, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est très frappant, vous voyez, on l'a vu avec Russie-Ukraine, regardez ce qui se passe aujourd'hui, quand Trump dit à Poutine, écoutez, maintenant il faut qu'on se voit, il faut qu'on décide, il faut qu'on arrête, c'est plus possible, et tout le monde voit que ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Alors on verra, on va pas faire des hypothèses, mais il y a ça, regardez ce qui se passe sur le narratif, sur les éoliennes et le climat, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui se passe, c'est comment effectivement, et c'est très intéressant, comment le narratif imposé, évidemment, dans le Covid, et vous en avez largement et très bien parlé, imposé à la population, à un moment donné, de se fendir, se transforme en termitière et peut-être s'effondre. C'est quand même intéressant de voir, je veux dire, dans l'histoire, de manière récurrente, à un moment donné, ça arrive, et là, nous vivons exactement cela en ce moment. Ben, c'est mon espoir, parce qu'effectivement, on voit, alors là, si on prend beaucoup de recul à un niveau anthropologique, que les Ouais. civilisations, au fond, sont captives de mouvements totalitaires répétitifs, au cours desquels une caste de gens assoiffés de pouvoir arrive à manipuler les populations, notamment en agissant des stratégies de la peur, pour les soumettre à quelque chose qui est nocif pour le collectif dans son ensemble. Et à chaque fois qu'on sort d'un épisode comme celui-là, on glapide et plus jamais ça, Ouais. de manière très incantatoire, mais si on n'arrive pas à comprendre de manière fine quels sont les procédés utilisés, à quoi on les repère et comment est-ce qu'on fait pour les mettre en échec, c'est rebolote quelques décennies plus tard. Et là, mon espoir en ce qui me concerne, c'est que nous vivions une expérience pédagogique à grande échelle. Pourquoi? Parce qu'on voit deux choses que je trouve très intéressantes. D'un côté, c'est que les populations, dans leur immense majorité, aspirent à vivre en paix, dans une abondance équitable et, j'ai envie de dire, un mode de vie en société qui soit respectueux de chacun, pour le dire d'une manière un peu Bien bateau. sûr. Et puis, quand on l'instrumentalise dans une stratégie de la peur, on peut transformer n'importe quelle honnête personne en sale type. C'est ce qui se passe dans chaque dérive totalitaire. Bien Mais sûr. toujours en faisant miroiter un danger vital et puis en rendant honorable en apparence l'adhésion à la dérive totalitaire. Donc là, par exemple, toute la haine qui a été canalisée contre les complotistes et les anti-vax, Oui, on l'a rendue honorable en disant « mais ces gens sont dangereux, ils risquent tout à de fait. tuer papy-mamie ». Tout à Donc fait. si vous ne les haïssez pas, vous faites le jeu de quelque chose de terrible et malheureusement, les populations sont très vulnérables à ça. Et toutes les grandes dictatures ont toujours brandi des justifications vertueuses Les boucs à leur émissaires. Ouais. tour. Et donc, voilà. Et donc, mon espoir, c'est si on arrive à traverser ce goulet d'étranglement et cette crise qui est systémique aujourd'hui, qu'on puisse enfin mettre à plat la réalité de ces dérives pour qu'on puisse construire une immunité. C'est-à-dire que le prochain Klaus Schwab qui vient nous dire « Vous serez surveillé en permanence, il ne faut pas avoir peur, vous aurez une puce dans le cerveau », que tout le monde éclate de rire en disant « Mais ce type est complètement délirant ». Mais
Vous n'aurez rien et au vous serez sérieux, heureux. on dise Schnell. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment dans ce qui nous est proposé quelque chose d'une absurdité telle que si on avait gardé nos grains de bon sens, on hausserait les épaules en disant à des Macron, à des Schwab, à des Gates, mais allez jouer dans un bac à sable, devenez les maîtres du monde de votre bac à sable, mais foutez-nous la paix. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on est encore en sidération en train de les laisser s'accaparer des pouvoirs qu'ils ne devraient pas avoir. Et étant donné le profil psychopathologique dans lequel ils sont, c'est malheureusement dangereux et très nocif. Hein. Et justement, alors de ce point de vue, et peut-être pour conclure, Jean-Dominique Michel, vous dites « j'ai de l'espoir et je suis optimiste ». Alors à chaque fois, effectivement, il faut se le dire, et choisir évidemment l'espoir, au-delà du désespoir, comme disait un certain Jean-Paul Sartre, c'est vrai que c'est très 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 important. Mais aujourd'hui, à votre avis, alors c'est un point que je voulais aborder avec vous, on parle beaucoup. Est-ce qu'à votre avis, il faut quand même aller vers la sanction ? Je ne dis pas, je ne suis pas, on ne va pas parler de la peine de mort. Est-ce que, par exemple, les gens qui ont participé, pour revenir au Covid, à tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, pour ne parler que de cet exemple, les gens qui ont été ouvertement responsables de ça, des modélisateurs à Fauci en passant par d'autres, devraient pour vous être sanctionnés? Est-ce qu'il faut quand même que ces gens soient en tout cas traduits en justice, comme on dit en Amérique, ou pas? Ou est-ce que ça va passer par pertes et profits? Non, je crois qu'effectivement, le temps de la mise à plat et de la sanction est absolument nécessaire, avec, je dirais, un peu 3 niveaux, comme toujours au sortir d'une dérive totalitaire. Le premier, c'est que ceux qui ont délibérément orchestré tout cela doivent être très lourdement sanctionnés. Je suis pas pour la peine de mort, donc la question se situe pas là. Mais il faut qu'un Anthony Fauci, qu'un Bill Gates terminent leur jour en prison. Ça, c'est tout à fait indiscutable, ne serait-ce que du fait de la gradation des peines dans la réalité de l'ordre pénal. Après, ceux qui doivent également être sanctionnés, ce sont ceux qui jouissent de positions extrêmement avantageuses et privilégiées, avec des salaires mirobolants qui sont versés par la collectivité et qui se sont totalement défaussés de leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand vous êtes directeur de rédaction, quand vous êtes expert médical à la tête d'une autorité de santé, que vous êtes payé avec les salaires et les avantages qui vont avec, vous ne pouvez pas dire « oui, mais j'ai pas compris » ou, vous voyez, il y a un devoir de diligence. Et notamment, vous savez à quel point j'ai fait connaître la réalité de la corruption systémique dans le domaine de la santé. Tout à fait. Corruption systémique, ça ne veut pas dire que tout le monde est corrompu au sens de toucher des billets sous la table, mais que le système est pipé d'une manière telle que ça n'est plus la santé de la population qui est la priorité du système de santé. Ça a été très bien étudié, les fraudes scientifiques, l'instrumentalisation des facultés de médecine, des sociétés médicales. Donc les gens qui étaient aux commandes dans ces différentes instances ne peuvent pas dire « je n'y suis pour rien, on a tous été dans le même bateau ». Parce que quand vous êtes dans des positions à responsabilité et privilèges de cette nature, c'est de votre responsabilité. Le vice-président de l'Ordre des médecins belges a parlé de dérive totalitaire par rapport à la campagne de vaccination anti-Covid. Oui. Il l'a fait, il a démissionné. Pas rien, il a démissionné. Donc là, ceux qui ont trempé dans l'affaire doivent être sanctionnés. Et puis après, toutes les personnes qui ont suivi le mouvement sans y avoir joué de rôle actif, là, il faut, à mon sens, je rejoins Martin Zizi, vous savez, l'ancien médecin-chef des forces armées belges, qui dit qu'il faudrait une commission vérité et réconciliation comme en Afrique du Sud. On va pas sanctionner des dizaines de millions de Français. Bien sûr. Mais il faut que la réalité de ce à quoi ils ont participé et la victimisation que ça a généré chez certaines catégories de la population, dont les soignants suspendus, qui ont vraiment vécu un statut et un devenir épouvantable. Vous avez vu que Donald Trump a déjà expliqué que toute une partie de la population va être réintégrée avec toute leur paye. J'espère qu'en France et ailleurs, en Europe, ça va être fait le plus vite possible. Exactement, exactement. Et en fait... Pour terminer, est-ce qu'il faudra attendre la prochaine catastrophe ou cela va nous éduquer un peu? That is the question.
Bah, c'est toute la question et c'est là où, alors je sais pas si je suis optimiste, mais en tout cas, comme dirait mon ami Philippe Bobola, je suis possibiliste. Ce qui m'intéresse, c'est les possibilités à partir du paysage tel qu'il existe aujourd'hui. Comme on l'a évoqué, je crois qu'il est possible d'inverser le cours des choses très rapidement. Si on prend un autre sujet, la migration, évidemment qu'en tant qu'anthropologue, je ne suis pas opposé aux migrations, on a migré depuis la nuit des temps. Mais la question, c'est est-ce que les flux migratoires aujourd'hui se déroulent dans des conditions qui sont bonnes pour les populations de migrants et pour les populations d'accueil? Et là, on est obligé de constater que non. Attends, si les gens n'étaient pas désespérés au point de devoir ou de vouloir à tout prix fuir leur pays, les flux migratoires seraient différents. Donc c'est toute une approche globale, mais qui, à mon sens, doit stimuler notre détermination à trouver des solutions durables pour apporter des vraies réponses aux problèmes que rencontrent nos sociétés, mais de nouveau avec cette compréhension que les choses peuvent s'inverser très vite si des propositions justes sont faites et si la volonté collective arrive existe et émerge pour les mettre en œuvre. Oui, et la seule chose qu'il faut espérer, c'est que, en fait, je dirais, les optimistes volontaires et pragmatiques l'emportent sur les faux culs cyniques et déterminés. Oui, oui. Ça, je crois que c'est vraiment, on ne pourrait mieux résumer l'enjeu actuel et où se situe vraiment la nature du combat. C'est ça. Parce que pour l'instant, la masse est très hypnotisée ou chloroformée par le poison injecté par les cyniques. Et puis effectivement, vous avez évoqué la spiritualité, mais si on la ramène à son essence, indépendamment des croyances de chacun, il y a des spiritualités laïques ou athées. Mais c'est quoi le cœur de la spiritualité? C'est d'un côté la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou encore mieux, traite l'autre comme tu aimerais toi-même être traité. Et puis l'autre élément, c'est la considération qu'il y a, même si on ne sait pas la nommer précisément, une valeur de dignité infinie en chaque être humain. Et que chaque atteinte, abus, agression qu'on porte contre un être humain touche au sacré. Et avec ces deux repères, quelles que soient nos convictions, nos religions, absence de religion, on a quelque chose qui fait tenir une société, et on a quelque chose, ça serait mon pari, à quoi adhère en réalité l'immense majorité des gens, sauf les cyniques, les corrompus, les prédateurs, et eux, malheureusement, comme ils ont un avantage compétitif quant au fait de se hisser dans les positions de pouvoir. Tout à fait. Pour le dire simplement, aujourd'hui en France, si vous n'êtes pas un tordu, vous n'avez aucune chance d'arriver président de la République. À ce point. Le système est configuré pour que seuls des gens avec un appétit de pouvoir et une capacité d'écraser les autres arrivent au sommet. Maintenant, est-ce que c'est des dirigeants comme ça qu'on veut réellement? Est-ce que c'est le type de dirigeant dont on a besoin? Zatis aux questions. Merci Jean-Dominique Michel. Merci, c'était très éclairant en tout cas. Et à votre prochain livre. Merci.